Je pense que l'exemple que vous avez pris suffit à lui seul pour nous dire que nos grands-mères et nos mamans se sont battues pour que notre pays accède à l'indépendance. Merci beaucoup. Et les recommandations qui ont été formulées, je pense que Onomo et Mousso TV vont bien les noter parce que j'imagine qu'après cette conférence-là, il y aura quand même un suivi de tout ce qui va sortir d'ici. Donc encore une fois, merci pour cette belle prestation. Et nous allons avancer dans le programme pour entamer la troisième thématique de la conférence qui porte maintenant sur l'évolution du statut de la femme sur le plan social, sur le plan politique de 1960 à nos jours. Et notre conférencière, c'est Madame Ami Sanogo. Ami Sanogo. Je souhaite de tout cœur que cette initiative soit pérenne. Et c'est rare de rencontrer des femmes intellectuelles réunies pour une conférence de presse. Je loue avec beaucoup d'admiration cette grande rencontre des femmes. Même si vous n'êtes pas des féministes, je pense que le féminisme avance. Ceci dit, mon thème par rapport à cette journée s'intitulait l'évolution du statut de la femme malienne sur le plan social, politique de 1960 à nos jours. Je pense que je n'aurai pas beaucoup de dissertations à faire par rapport à ce que je vois autour de moi. Je pense que le statut de la femme malienne a évolué, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique. Ça a évolué de 1960 à nos jours. Nous voici sur une télé qui a été fondée par une femme. Ça, c'est une grande prouesse. Du journal Kabako, un journal d'investigation, elle est allée à la télévision. Que de chemin parcouru. Vous avez tout à l'heure loué, avec beaucoup d'admiration, l'ascension fulgurante de beaucoup d'entre elles. Nous avons des femmes ministres, vous avez cité Mme Aïssata, Mme Diara Afsetou Thiro, Sina Damba qui est une ancienne ministre. Nous avons des attachés de communication parmi nous, nous avons des députés. Le seul poste que la Malienne n'a pas occupé, sinon il y a beaucoup de femmes préfets, maires, gouverneurs, PDG, ça c'est le poste de président de la République. Et je pense que ça va venir. Cela dit, j'avais fait une petite ébauche que je vais vous lire. Le Mali est un pays économiquement pauvre, mais notre pays est riche par sa culture et son peuple. Et son peuple est fortement rattaché à ses valeurs culturelles. Il existe au Mali plusieurs groupes ethniques, Bambara, Soninké, qui ont une longue vie de traditions communautaires. Chaque groupe préserve avec beaucoup de fierté les us et coutumes de ses ancêtres. La coexistence, la tolérance et l'entraide font partie de ces valeurs. Malgré la forte islamisation du Mali, les musulmans ont plus de 90% de la population, et la présence de chrétiens, d'animistes et autres, le Mali reste et demeure un pays tolérant. Et ce symbole de la tolérance se voit à Bamako, avec l'existence de la cathédrale au centre-ville de Bamako. C'est vrai, les chrétiens, ils sont venus de quelque part. Pour qu'ils puissent avoir le centre-ville et construire la cathédrale, ça veut dire qu'il y a eu un consentement. C'est grâce à la tolérance des Niaré et des Touré de Bamako. Donc, cela a facilité, cette tolérance a facilité la coexistence
des différentes communautés, de vivre ensemble, quoi. Donc, pour toute innovation, c'est vrai, le peuple malien s'interroge sur ses valeurs avant de faire le bon nécessaire, et ceci ne favorise pas toujours le changement en général. Donc, si nous voulons changer, Maître Khadija a dit qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées, qui font de la femme, qui font sortir de la femme des chantiers battus, mais que ces lois restent jusqu'à présent contestées. Par exemple, elle a parlé du code de la famille qui a été contesté en 2009 par les religieux. Et ce code de la famille tarde à être promulgué par le président de la République. Ça veut dire que le changement, et chaque fois que les femmes du Mali souhaitent des changements, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée, parce qu'on est confronté aux préceptes de la Sunna et de la religion. Donc, c'est ce qui fait que ce n'est pas facile. Donc, il convient cependant de noter que le taux de représentativité de la femme, 51,2% de la population, et le rôle qu'elle joue et continue à jouer dans la vie quotidienne et dans le développement du Mali ne lui donne pas une grande liberté. Donc, ceci dit, je vais parler de l'évolution de 1960, de l'évolution du statut de la femme de 1960 à nos jours. Le statut de la femme a évolué. Parce que d'abord, il y a beaucoup, l'enseignement, l'instruction est gratuite pour toutes les filles, tous les enfants du pays pouvaient aller étudier à l'école. Donc, il y a eu une ouverture pour permettre aux filles d'aller à l'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont travailleuses dans la fonction publique et dans d'autres secteurs, que ce soit de l'administration du privé ou bien dans le secteur de l'administration. Il y a beaucoup de femmes fonctionnaires aujourd'hui. Ensuite, il y a l'année 1975 qui a été proclamée année internationale de la femme. Et plusieurs pays africains ont donné une chance aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Ensuite, il y a la journée de la panafricaine, le 31 juillet, qui est fêtée chaque année dans tous les pays africains. Tout ça, ça a donné une avancée à la condition féminine. Ensuite, il y a eu la rencontre de Beijing en 1995 avec ces 12 thèmes sur la promotion de la femme. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, il y a aussi une multitude d'ONG et d'associations féminines qui permettent aux femmes de se rencontrer, de discuter de leurs problèmes et de s'asseoir et de trouver des solutions à ces mêmes problèmes-là. Je pense que tout ça, c'est des avancées pour la femme. Donc, sur le plan politique maintenant, j'ai interrogé une dame qui m'a dit que la politique apporte l'évolution à la femme. Donc, politiquement parlant, toutes celles qui font de la politique, ce n'est pas facile parce qu'elles sont confrontées aux problèmes à la religion. Donc, la réussite pour une femme, ce n'est pas facile. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. La lutte continue, quoi. Pour faire la politique en Afrique, il faut avoir une forte personnalité pour résister à la fois aux pressions familiales, mais aussi à la tentation de se faire instrumentaliser par les hommes. Elle doit veiller jalousement sur la stabilité de son ménage pour ne pas avoir à gérer constamment plusieurs fronts et ne pas sacrifier la paix de son foyer pour les ambitions politiques. Et là, il y a une belle littérature de Adamba Konaré que j'aime bien citer. Donc, elle dit ceci, dans son livre intitulé « Dictionnaire des femmes célèbres du Mali ». Au Mali, la question féminine a été kidnappée par les hommes politiques. En effet, les responsables politiques, conscients de la force de mobilisation et du dévouement de la femme pour les causes qu'elles soutiennent, les ont regroupées au sein d'organisations affiliées aux partis politiques détenteurs des rênes du pouvoir. Ça, c'est une très belle citation. Et on pourrait dire que chaque association féminine est affiliée à un parti politique.
c'est pas moi qui le dis, c'est une dame de fer, une battante, une pionnière du Mali qui le dit. Donc, beaucoup de femmes ont réussi dans les domaines qu'elles ont choisis. Cependant, dans le domaine de la musique, ça c'est le Bureau malien des droits des terres qui le dit. Il dit que plus de 32% de femmes sont présentes au niveau du bureau malien parce qu'elles font de la musique. Ça rapporte beaucoup dans ce domaine-là, mais je pense que ce domaine n'est pas tellement bien... Les gens ne font pas très attention aux femmes qui font de la musique. Alors que c'est un créneau qui rapporte. Et dans ce créneau-là, il y a beaucoup de femmes qui y travaillent, qui font de la musique. Malheureusement, ce créneau a tendance à avoir des problèmes actuellement. Comme je suis en présence de femmes leaders et de femmes battantes, je pense que vous devez prendre à bras le corps ce problème-là pour aider ces femmes musiciennes-là à vivre de leur propre musique, à vivre décemment. Donc, pour terminer, moi, je lance un vibrant appel à toutes les femmes qu'elles s'unissent. C'est dans la paix, dans l'union, qu'on peut développer un pays. Bintou Founè vient de le dire, que le Mali est en crise, qu'elle aurait aimé que cette rencontre-là se passe dans d'autres conditions, mais pas celle-ci. Je suis entièrement d'accord, je partage son idée. Et je voue une réelle admiration pour toutes celles qui ont reçu dans les domaines qui leur ont été confiés, dans les secteurs qu'elles ont choisis. Et bravo à toutes les femmes du Mali. Je vous remercie. C'était très, très intéressant. Et surtout, je retiens à la fin l'appel que vous avez lancé pour une union sacrée des femmes du Mali aujourd'hui. Nous en avons besoin. Les discussions sont en cours. Et je pense que d'ici quelques temps, on va se retrouver toutes ensemble dans un grand mouvement pour pouvoir vraiment continuer à jouer le rôle qui est le nôtre dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Nous sommes loin d'atteindre nos objectifs de développement, encore moins ceux du pays lui-même. Donc l'union sacrée des femmes du Mali aujourd'hui est une nécessité. Merci pour votre contribution. Alors, il y a des enfants qui sont là, qui doivent faire une présentation. Mais auparavant, je voudrais juste dire, j'ai deux Madame Touré autour de cette table, au Présidium. Donc, il y a un thème sur l'économie et sur l'éducation. Donc, je vais leur demander à chacune de prendre un thème. Madame Touré, à ma gauche, va présenter sur l'éducation. Et Madame Touré, à ma droite, va présenter sur l'économie. Bien sûr, avec l'accord de la salle. Et avant de passer la parole aux enfants, je voudrais quand même saluer la présence de beaucoup d'anciennes ministres dans cette salle ici. Il y a Mme Diallo qui est là, qui est ancienne ministre. Il y a Mme Alouata Ishaka Saï qui est là, qui est ancienne ministre. Et vous avez la chance d'avoir dans cette salle 3 anciennes ministres de la promotion de la femme. Je pense que c'est important. Et il y a aussi Mme Gakou Salamata Fofana qui a bougé, mais qui est également dans la salle. En plus de ça, il y a beaucoup de femmes leaders dans cette salle-là. Il y a des juristes, Maître Sran et Keita Diakite est là, c'est une promotionnaire. Elle dirige le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Et c'est extrêmement important parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde en ébullition. Et au niveau de certains groupes, on a créé des organisations pour que les femmes puissent accompagner le processus de paix, pour que les femmes puissent être dans la médiation et que le monde soit beaucoup plus calme. Il y a d'autres organisations qui sont présentes. Il y a beaucoup de femmes leaders ici. La marche mondiale, il y a le G5 Sahel avec mon mari et moi, Nanaïcha Sissé, qui est présente dans la salle. Il y a des femmes entrepreneurs. J'ai ma grande sœur, Mme Touré Abissi, qui est là. Il y a des femmes où Tchessirlène de Tanto. Elles sont taillées comme ça. Donc la présidente est là, Mme Traoré Awa Tamboura, avec certains membres de son bureau. Vraiment, excusez-moi de ne pas citer tout le monde, mais je sais que vous êtes toutes valables. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos enfants, que ce soit nos petits-enfants, hommes et femmes, vous êtes tous ceux qui sont dans cette salle-là aujourd'hui, vous êtes tous valables et merci d'être venus. Donc je passe la parole aux jeunes. Berceau des grands empires, le Mali est l'un des rares pays africains pouvant être considéré comme un État-nation. Son accession à l'indépendance est intervenue le 22 septembre 1960 après l'éclatement de la Fédération du Mali, qui regroupait le Soudan français et le Sénégal le 20 août 1960.
En parlant du Mali de 1960, il était un pays beau là où il y avait la paix et la fraternité. Chaque citoyen était digne. De 1960 à nos jours, le Mali a connu 4 républiques successives. La première république a été dirigée par le premier président Modibo Keïta, achevée par un coup d'État dirigé par Moussa Traoré. La deuxième république a été dirigée par Moussa Traoré. Et la troisième république a été dirigée par Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta. Parmi tous ces présidents, Alpha Oumar est le seul qui a pu terminer son mandat. Sur le plan social, d'importants progrès furent réalisés notamment dans le domaine de l'enseignement avec la réforme de 1962. L'économie de type socialiste était dominée par les sociétés et entreprises d'État. L'économie malienne s'est reposée depuis 60 ans sur l'agriculture. Considérée comme grenier de l'Afrique de l'Ouest, la production de céréales, en particulier de riz, reste déficitaire malgré l'existence de grandes superficies de terres agricoles. En termes de ressources minières, l'or constitue la première ressource de l'exportation, même si l'essentiel de ses revenus ne profite qu'aux compagnies multinationales. Il est temps de bâtir un Mali de paix. Il est temps De bâtir un Mali nouveau. Il est temps de bâtir un Mali de cohésion sociale. Il est temps de bâtir un Mali de réconciliation nationale. Et nous voulons remercier aussi M. Robert Sylvestre Sidibé et Mademoiselle Araba Magassa de nous avoir aidés durant nos 4 dernières formations et aussi à toute l'équipe de Mousso TV. Et encore un grand merci à M. Robert de nous avoir aidés à voir la vie autrement. Je m'appelle Koumba Boubacar Olegem, j'ai 12 ans et je suis membre du Parlement des enfants. Bonjour, je réponds à l'identité de Mademoiselle Awadiko, la première vice-présidente du Parlement des enfants. Bonjour, je me nomme Esther Madina Traoré, rapporteur du groupe parlementaire protection de l'enfant du groupe. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Djinika Kone, j'ai 15 ans. Je suis membre du groupe parlementaire développement de l'enfant au niveau régional. Bonjour à tous. Je m'appelle Fatima Keïta, la présidente du groupe parlementaire Paix et Réconciliation du Parlement régional de Bamako. Nos aînés autour de la table et puis dans la salle. Tout à l'heure, j'ai une collègue qui me disait, quand Kouroutoumou a chanté C'est vous, elle dit ça c'est à l'honneur de toi, Tanti Mariam. J'ai dit non, c'est à l'honneur de Tanti Absetou Tchero qui est là devant. Donc, je remercie tout le monde et je remercie Mousso TV aussi de m'avoir associé à cette conférence. Et je dois présenter un thème sur l'éducation, comme Mme Sina l'a dit. Donc, l'évolution du statut de la femme sur le plan de l'éducation de 1960 à nos jours, je pense que Bintou Founé, toi, tu devais amener l'autre pour venir faire ce thème-là. Quel autre? La jumelle. Ah oui, tu as raison. C'est vrai, c'est la jumelle qui devait présenter ce thème. Donc, je vais parler d'abord des réformes et puis je vais parler un peu du vécu. Je pense que je cristallise un peu cette évolution et jusqu'à aujourd'hui. Je vais donc parler de certaines dates qui ont vraiment perturbé ou qui ont favorisé le statut de la femme dans l'éducation. Et parlant des réformes, je pense que les jeunes qui étaient là tout à l'heure ont parlé de la réforme de 62. Donc, l'initiative de réorganiser les systèmes éducatifs africains est née de la conférence d'Addis Abeba sur l'éducation en 1961. Et c'était après les indépendances, les États africains se sont organisés pour voir comment ils vont prendre le relais et prendre en charge l'éducation de leurs enfants. C'était ça l'objectif de cette conférence,
qui s'est tenue en 61. Et donc, la première réforme de l'enseignement au Mali a vu le jour en octobre 1962. Donc, ça, c'est quelques jours après ma naissance. Parce que je suis du 8 septembre 1962. Donc, il fallait se départir du système colonial sur tous les plans si on voulait une indépendance suivant les idéaux de ceux qui ont combattu pour cela. La réforme du système éducatif malien avait pour but de s'attaquer aux aspects qualitatifs et quantitatifs de l'enseignement à travers 5 objectifs. Un enseignement tout à la fois de masse et de qualité, un enseignement qui puisse fournir avec une économie maximum de temps et d'argent tous les cadres nécessaires au pays pour divers plans de développement. Parce qu'on n'avait pas le temps, on était pressé et on n'avait pas beaucoup de moyens. Avec le retrait du colon, il fallait pourvoir les places, il fallait faire fonctionner l'administration, il fallait faire fonctionner l'économie. Donc, on était pressé, mais on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, la réforme visait à nous doter rapidement de cadres compétents pour justement pourvoir tous les schémas de développement qu'on voulait entreprendre. Alors, la réforme voulait aussi que ce soit un enseignement qui garantisse un niveau culturel permettant l'établissement d'équivalence des diplômes avec les autres États modernes. Ça aussi, c'était un défi. Parce que si on prenait en charge notre éducation, après le départ du colon, comment garantir que nos cadres qui vont sortir vont être au même niveau, justement, que les autres États-nations. Donc, ça, c'était un grand défi. Alors, un enseignement dont le contenu est basé non seulement sur les valeurs spécifiquement africaines et maliennes, mais aussi sur les valeurs universelles. Et enfin, c'était un enseignement qui devrait décoloniser les esprits. Décoloniser les esprits, ça, je pense que dans les recommandations de Bintou, elle vient de le dire qu'on doit mettre justement ce combat, cette lutte que les femmes ont menée depuis la colonisation jusqu'à maintenant, on devrait le mettre dans les programmes d'enseignement. Les enfants doivent connaître ce qui s'est passé, avec qui ça s'est passé, ça doit être une partie intégrante de nos programmes. Et c'était ça aussi un des objectifs de la réforme. Donc, la réforme de 62 voulait mettre en place une formation adaptée aux réalités du pays et aux exigences du développement scientifique et technique. Et elle permet à beaucoup d'enfants en âge scolarisable d'aller à l'école et aux autres de bénéficier des programmes d'alphabétisation. Alors, qu'en est-il des femmes dans cette réforme? Je vais parler de quelques faits et de quelques dates. Jusqu'en 1968, par exemple, l'âge d'aller à l'école était de 9 ans. Alors, pour les femmes, ça, c'était un problème. Parce que si vous devez partir à l'école à 9 ans, après déjà 6 ans de primaire, il faut se marier. C'est ça. On est déjà dans la puberté quand vous rentrez à l'école à 9 ans et au bout de 15 ans, 16 ans, vous devez vous marier. Donc, ça veut dire que les parents avaient toujours le choix d'envoyer les garçons plus que les filles. Le choix était vite fait. Qui envoyait et qui n'est pas envoyé. Alors, si on fait une analyse genre aussi de cette période, les filles qui ont pu terminer le cycle primaire, beaucoup sont devenues enseignantes, sages-femmes, matrones dans leur communauté. Donc, ça veut dire que celles qui sont parvenues à franchir l'étape du primaire ont été confinées à des rôles qui les mettaient soit dans l'éducation, soit dans la santé, et qui restaient aussi dans leur communauté. On a vu beaucoup de matrones qui n'ont pas œuvré comme Tanti Awa Keita
a été balancé des Gao à Sikasso, en Casamance. Ce sont des matrones qui restaient dans leur communauté et qui appuyaient les femmes. Alors, ça a été cette période. Moi, j'ai eu la chance, je suis rentrée à 7 ans. Je suis rentrée au moment de la fin de cette période de 9 ans. Et donc, je suis rentrée et j'ai retrouvé mon grand frère de 2 ans. Alors, c'était la concurrence à la maison. Lui, il est rentré à 9 ans. Moi, je suis rentrée à 7 ans. Donc, ça veut dire qu'on est rentré presque à 2 ans d'intervalle. Mais c'était vraiment la concurrence. Et je suis sûre que beaucoup ici peuvent témoigner que dans les familles où on a envoyé les garçons et la fille, les filles se sont toujours mieux débattues. Ouais. Je ne sais pas, hein, on peut faire un sondage dans la salle. Les gens qui ont été avec leurs grands frères ou leurs petits frères, c'est sûr que la fille s'est mieux battue et s'en est mieux sortie que le garçon. Donc, voilà. Alors, je vais parler, il y a eu aussi un problème, un moment. En 1974, au milieu des années 74, il y a eu la grande sécheresse. La 74, Nyoblin Congo. Ça a été aussi, ça a mis aussi un frein à l'éducation et à l'éducation des filles. Parce que les parents avaient des problèmes pour la survie d'abord. Et en plus de ça, si on devait continuer à envoyer quelqu'un à l'école, ce n'était pas la fille, c'était le garçon. C'est un fait bénin, mais on doit retenir cela. Alors, à la fin des années 70 et au début des années 80, il y a eu le développement de beaucoup de programmes d'alphabétisation. Mais pendant cette période aussi, c'est une période qu'on peut dire, beaucoup de filles ont entamé des études plus techniques et plus scientifiques. OK. Donc, des études plus techniques et plus scientifiques. Je vais rapidement terminer, Madame la modératrice. Donc, c'est là où on a vu les filles partir à Katibougou, des gens à Léni, et je suis ravie que Madame Gakou soit là. Les études scientifiques, en tout cas par les filles, a connu une évolution pendant cette période-là. Et donc, on a commencé à avoir nos premières filles ingénieurs ou qui entament, en tout cas, agronomes. Ça, on a commencé à voir ça. Donc, ça, c'est des années qui ont été aussi un peu favorables à l'éducation des filles. Alors, la période 80-81, année de grève et année de suspension. Je pense que dans la salle, je dois avoir aussi beaucoup de congénères qui ont passé cette période-là. Je fais partie de cette génération et je me dis toujours que je suis une rescapée. Je suis une rescapée de ces années. J'étais au lycée technique. D'abord, quand j'ai été orientée au lycée technique, j'ai des parentes qui ont fait une délégation pour aller dire à mes parents de m'enlever du lycée technique parce que ce n'est pas fait pour les filles. Que je dois aller au lycée des filles ou au lycée Askia, mais que le lycée technique, non, les filles ne réussissent pas là-bas. Donc, ils ont fait une délégation pour dire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette grève et de cette suspension? Plusieurs filles ne sont pas revenues à l'école, sur les bancs de l'école, après la grève et la suspension. Beaucoup de parents ont trouvé que 2 ans, c'est trop. Et ils ont préféré garder les filles et les marier. Et celles qui sont revenues aussi,
en tout cas dans mon lycée et dans ma classe, il y a des filles qui sont revenues et nous étions une dizaine de filles dans ma classe. Il y a 2 qui sont revenues enceintes. Oui, après la suspension, il y a 2 qui sont revenues enceintes. Donc, vous voyez, ça portait un coup terrible à l'éducation des filles. Beaucoup de filles ne sont pas revenues, non seulement elles sont devenues des ménagères et elles se sont mariées, elles ont fait des enfants et elles n'ont pas pu se ressaisir. C'est une génération perdue. Donc, je viens aux années 90 et à nos jours. Et avec les nouvelles réformes NEF, Prodex et apprentissage par compétences, le ministère a fait beaucoup de programmes, de réformes. Et avec les maires, Madame Djilé, avec les maires, le programme de scolarisation des filles a eu un plein essor de 90 à maintenant. Moi, j'ai travaillé dans un programme pour la décentralisation et la déconcentration de l'éducation, un programme de l'USAID, et la SCOFI a fait un effet très, très bénéfique. On ne le sent pas ici à Bamako, mais dans les communautés, on le sent. C'était en train de produire des résultats. Et nous, à Bamako, comment nous sentons l'effet de la SCOFI? Je ne sais pas si vous rendez compte, le problème de Bonn, la rareté des aides ménagères, c'est dû au fait que les maires et les communautés ont pris conscience qu'ils doivent retenir leurs filles pour qu'elles puissent continuer les études. C'est ce qui a amené le problème de la rareté de ces aides ménagères. Moi, j'étais avec les communautés à Fana et à Baflabé. Je vous assure que les communautés ont pris à bras le corps cette question. À Baflabé, j'ai vu des parents d'élèves qui me disaient qu'ils ne veulent plus voir leurs filles avec les oranges le long des rails. Est-ce que vous voyez? Parce que dès que les trains sifflaient, les filles sortaient pour aller vendre des fruits au bord des rails. Donc ça, c'est un problème. La SCOFI a eu un effet très, très bénéfique sur notre situation. Et je termine rapidement. Et malheureusement, cette note, elle n'est pas très gaie. Depuis 2012, vous avez vu, les aides ménagères que nous avons viennent d'où? Du centre. Là où il y a le conflit. Elles sont venues. Et même les garçons, même les garçons, ils sont instruits la plupart du temps. En tout cas, tous ceux que moi j'ai rencontrés qui sont venus chez moi, ils parlent français, ils savent lire, ils savent écrire. Filles aussi bien que garçons. Donc ça aussi, c'est une situation malheureuse. Parce que c'est la crise qui a fait qu'on a fermé les écoles dans ces centres-là. Et ces enfants, les parents n'ont eu d'autre choix que d'exfiltrer les garçons. Parce que sinon, ce sont des garçons qui allaient prendre les armes et qui allaient suivre les autres. Et les filles aussi sont venues pour venir se cacher, pour fuir la violence contre les femmes. Donc ça, c'est la situation que j'ai dit. Mais globalement, on peut dire que le statut de la femme par rapport à l'éducation a beaucoup évolué. Je vais faire économie des statistiques parce que tout le monde peut avoir accès à ça et n'importe où. Mais on a beaucoup évolué et on devrait pouvoir tenir les flambeaux par rapport maintenant à la participation des femmes et à l'accès des femmes aux postes de prise de décision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que si on la laisse faire, elle peut continuer jusqu'à ce soir. Malheureusement, on est pris par le temps. Et donc, on va passer la parole à l'autre Mariam Touré qui va nous entretenir sur l'évolution du statut de la femme sur le plan économique. Des préoccupations de tous les jours, qui est l'épanouissement de la femme sur tous les plans.
l'évolution du statut de la femme sur tous les plans. Permettez-moi aussi de faire un cri de cœur, en ce sens que j'aurais souhaité avoir des hommes ici, parce que le problème de la promotion de la femme tourne autour de l'acceptation de l'homme. Et j'aurais souhaité qu'il y ait un débat contradictoire, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi on rencontre tous les problèmes qu'on rencontre par rapport à notre évolution. Et du coup, je lance l'appel en disant que la prochaine fois, si on pouvait vraiment prendre l'effort d'amener des femmes, des hommes qui osent venir nous affronter pour débattre de ces problèmes-là qui nous tiennent à cœur. Ceci étant, madame, je ne sais pas si mon homonyme n'a pas pris un peu de mon temps, parce que les deux thèmes, normalement, c'est 10 minutes. Et je vais essayer, en tout cas, très rapidement de parler l'économie et la femme. Je commence par dire que le développement social, le développement local et l'économie sociale, en fait, sont deux domaines intimement liés. Et en effet, l'économie sociale est définie comme un ensemble d'activités mises en œuvre par des populations à l'échelle locale. Et pour cela, il faut la baser sur une éthique axée essentiellement sur le social. Très souvent, on dit, est-ce que c'est l'économie qui détermine le social ou bien le social qui détermine l'économie? En tout cas, c'est un débat qui n'a jamais été tranché, mais ce qui est sûr, les deux sont liés. Donc, en parlant de la femme dans l'économie, dans le processus de développement économique, il faut dire que ça a beaucoup évolué dans le temps et dans l'espace. On sait que la femme, en tant qu'entité économique, je dis entité économique parce qu'il participe pleinement au développement économique, se trouve à tous les niveaux. Et traditionnellement, on sait que la division sociale du travail se fait par le sexe. C'est là qu'on comprend qu'il y a des activités qui sont dédiées uniquement aux hommes et des activités qui sont dédiées uniquement aux femmes. Donc, pour parler des activités, les domaines d'activité des femmes, comme je le dis, c'est dans l'espace et dans le temps. Vous verrez, ça varie selon l'ethnie et selon la zone. Si je prends le nord que je connais, ma soeur Dédia est là, la femme, son terrain d'activité, c'est beaucoup plus à l'intérieur. C'est pour faire la natte, pour faire le coton, pour faire les pâtes traditionnelles. Mais quand tu montes un peu plus haut, bon, pour parler aussi, quand je dis c'est l'ethnie, si on parle par exemple, on prend par exemple les tamasheks, la gestion des produits laitiers revient à la femme. Alors que la conduite des animaux, la gestion du bétail, c'est beaucoup plus les hommes. Au niveau soin-rail, pour dire simplement comment c'est réparti, c'est les champs, c'est la maçonnerie, c'est le tissage, enfin les tisserands. Quand on descend un peu au sud, on sait que la femme se trouve aussi dans l'agriculture, ce qu'on ne rencontre pas dans le nord. Donc c'est pour un peu donner l'exemple de comment le travail se fait, comment la participation de la femme se fait dans le processus de développement. Ça a évolué et avec l'avènement des projets vers les années 80 et même l'avènement de la démocratie, où il y a eu l'éclosion des associations, on assiste à une organisation beaucoup plus structurée des femmes autour des activités économiques. Donc les activités économiques, comme on le sait, ça se pratique individuellement ou collectivement. De là,
les activités peuvent se classer en 2 catégories. Je me permets de les classer en 2 catégories. Ce que j'appelle les traditionnels et ce que j'appelle les introduites. Donc, quand je dis introduite, c'est là qu'on rencontre que les femmes de plus en plus se mettent à faire le savon. C'est vrai que traditionnellement, la femme se fait le savon, mais on s'organise beaucoup plus à faire le savon avec l'utilisation de la technologie. C'est quelque chose que la femme ne faisait pas dans le temps. La femme fait le crédit, organiser les microcrédits. Donc, tout ça, c'est des activités qui sont venues avec l'évolution du temps et aussi avec l'intervention d'autres acteurs. Quand je dis d'autres acteurs, il faut dire que l'espace économique est animé par le secteur privé, le secteur public et aussi parapublic. Donc, les ONG, par exemple, ont beaucoup contribué, par exemple, à l'épanouissement des femmes, avec tout ce que j'ai appelé tout de suite les activités introduites, et les aider un peu à s'organiser autour de ces activités. La femme travaille aussi dans le commerce. Traditionnellement, et aussi ça a évolué. Ça a évolué parce que, comme je le dis, il y a eu d'autres acteurs qui les aident à s'organiser, qui les aident aussi à mieux se doter des moyens de production. On va parler aussi des facteurs limitants, parce que, comme je le disais, il y a vraiment des problèmes. C'est vrai que ça a évolué, mais ça n'a jamais été à souhait. Donc, les facteurs limitants constituent un des premiers facteurs, c'est l'homme, notre mari, notre père, notre frère, qui voit mal que la femme sorte pour faire des activités autres que dans la famille. Donc, ce combat, c'est un combat quand même qui va durer, parce que, comme on le sait, le changement de mentalité, c'est la science la plus difficile. Et parce que ça doit aussi empiéter sur leur terrain de pouvoir, ça fait que le combat va être très rude. Donc, la femme travaille dans le secteur, dans le commerce, comme je le disais. Avant, ça se faisait sur une échelle très réduite, mais de plus en plus, on assiste à des grandes actrices économiques qui voyagent de pays en pays, qui deviennent de plus en plus PDG d'entreprises, de sociétés, parce que la femme a compris aussi que son pouvoir passe par son pouvoir social, je vais dire son pouvoir social passe par son pouvoir économique. Donc ça fait que la femme, avec les acteurs qui l'aident, avec l'éveil de conscience concret, avec la sensibilisation, avec le voyage, avec les contacts, avec les ateliers de formation, a compris qu'il faut qu'elle développe son activité économique pour avoir plus d'espace à côté de l'homme. On assiste aussi le fait que la femme intervient de plus en plus dans le secteur minier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de femmes actuellement qui jettent des carrières, beaucoup qui interviennent dans l'exploitation du sable et du gravier, toutes choses qu'elles ne faisaient pas dans le temps, avant. Donc c'est pour dire simplement que le statut de la femme sur le plan économique évolue et encore ça a besoin d'être soutenu, ça a besoin d'être encouragé, ça a besoin d'être renforcé. Quand on prend la femme au niveau fonction formelle, je parle de la fonction publique, des études ont montré que les femmes maliennes sont présentes dans tous les secteurs de l'administration publique et sont nombreuses dans des domaines traditionnels et réservés aux femmes. Traditionnellement, c'est la santé, mon homonyme l'a dit tantôt, c'est les affaires sociales, c'est l'enseignement. Donc, je me permets, vous m'excusez
de formation, de prendre un peu les statistiques. Donc, comme je parlais des études, je disais que ça a évolué. Et à partir de là, on a compris on a vu aussi que cette présence, avec leur taux de représentativité a augmenté. Entre 2010 et 2014, nous, on avait fait une étude dans le cadre d'un projet. Et les résultats qu'on a eus, c'est que ça a évolué de 15,7% à 27,5% entre 2010 et 2014. La participation de la femme. Et le constat qu'il faut faire et qu'il faut accepter pour mener à bien le combat, c'est que ce taux, 2 minutes, madame. D'accord, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, je dis tout simplement, c'est un peu pour fixer les idées par rapport à comment ça a évolué. Donc, entre 2010 et 2014, ça a évolué entre 15% et 27%. Mais ça reste inférieur par rapport aux hommes, qui est de 85% 2010 et 88%. En 2014, c'est venu à 85% et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, madame, tu ne vas pas me donner le temps, j'ai parlé du secteur public. Donc, ce qui est sûr, de façon générale, ça a évolué, comme je le dis, dans le temps, dans l'espace, et aussi en termes de nature, en termes de type d'activité que la femme a eu à mener. Donc, en résumé, ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse de l'implication de la femme dans les activités économiques, il ressort que leur niveau de participation reste encore faible. Il y a des chiffres, des statistiques qui l'attestent. Mais cette faiblesse s'explique par, comme je le dis, les pesanteurs socio-culturels qui contribuent à décourager le travail des femmes, je l'ai dit aussi, et à les confiner dans un rôle de mère et d'épouse, sinon d'acteurs secondaires. Donc ça s'explique aussi par la sous-estimation des taux par rapport aux activités, à la participation des activités et qui intègrent les activités domestiques. Et comme on le sait, la femme ne fait pas que les activités économiques. Elle est beaucoup plus présente dans le foyer, dans le ménage, qui lui prend plus de temps. En même temps qu'il freine aussi son développement économique. Ça aussi, c'est une réalité à ne pas perdre de vue tous les jours. Donc, en gros, il faut dire que le combat reste vraiment encore inquiet. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées avec tous les efforts consentis par l'État, par les partenaires au développement, par elles-mêmes, parce que le fait qu'elles prennent conscience que leur rôle ou bien leur place, leur statut doivent changer, ça fait qu'elles se battent de plus en plus pour relever le défi. Mais le défi reste encore inquiet. Pourquoi? Parce que si on compare sa participation en tant qu'acteur économique, sa participation reste beaucoup plus inférieure par rapport à l'homme. Je vous remercie. La dernière partie de la conférence qui concerne l'intervention de Mme Diallo Kama Sakiliba, donc, qui va nous entretenir sur le rôle de la femme dans l'émancipation et les luttes d'indépendance en Afrique. Et je sais que là également, nous allons être servis, surtout pour celles qui ont pu suivre à la télé hier soir le documentaire sur l'EPF, qui a vraiment décrit de fond en comble vraiment la participation des femmes et au progrès de l'Afrique. Donc, Kama va nous entretenir sur ce sujet et je pense bien que les informations sont encore fraîches dans sa mémoire. Donc, je donne la parole. Merci, Madame la modératrice. Bonjour, Madame le maire. Bonjour, Mesdames les ministres, chers aînés. Bonjour, Mesdames, Messieurs les invités. Je remercie tout d'abord Mousso TV de m'avoir invité à cette tribune pour animer le thème « Rôle des femmes dans les luttes dans l'émancipation et les luttes d'indépendance en Afrique ». C'est une lourde tâche pour moi, car ces luttes sont plus
sont bien plus vieilles que moi, mais mon parcours est passé par là. Je voudrais remercier toutes les anciennes ministres ici présentes. Madame Diarra Afsatou Thierno, première femme qui a ouvert le ministère de la promotion de la femme et dont le combat à Harare en 1997 a amené le siège exécutif de l'Organisation panafricaine des femmes au Mali. Et je voudrais aussi saluer Madame Alouata Ishata Saï, qui a été ma première secrétaire exécutive régionale, ancienne ministre de la promotion de la femme. J'ai été son chargé de programme pendant plus de 10 ans. Je voudrais remercier Madame Maïga, ma sœur Sina, qui est à côté de moi, modératrice, qui aussi, avec ses conseils au ministère de la promotion de la femme, quand il était ministre, j'étais chargée de programme. Mais avec la confiance qu'elles ont placée en moi, j'ai pu en tout cas frayer mon petit chemin avec ma sœur Ishata Saï et puis d'autres. Je salue toutes les anciennes ministres ici présentes, Madame Khadija, Maître Khadija, Madame Gakou Salimata, Madame Diallo Deja Katra. Et je remercie tous les organisateurs, l'hôtel Onomo et Mousso TV. Je ne saurais rentrer dans ce thème sans m'incliner devant la mémoire de nos mamans, qui ne sont pas toutes parmi nous aujourd'hui, mais qui se sont sacrifiées pour la liberté, l'émancipation et l'indépendance de nos États. Ceci dit, mon plan de présentation est le suivant. Je vais faire une petite introduction, parler un peu du rôle de la lutte des femmes dans les indépendances en Afrique, le cas de l'Algérie, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Mali, Madame Bintou Founé en a beaucoup parlé, et le cas de l'Afrique du Sud. Ensuite, je ferai une petite conclusion. Donc, dans mon introduction, je dirais que l'Afrique est un grand continent qui a acquis totalement son indépendance politique dans les années 90. L'histoire des peuples et des nations a toujours été émaillée de guerres, plus ou moins meurtrières, déclenchées par des motifs aussi divers que la vengeance d'un affront, la conquête de nouvelles terres ou de nouveaux marchés, la mission civilisatrice à l'égard des peuples non civilisés, qui est l'Afrique, l'épuration ethnique, etc. La marche vers les indépendances africaines a connu des trajectoires différentes pour la plupart des pays africains. L'accession à la souveraineté internationale a été négociée à la suite d'un processus relativement pacifique, tandis que d'autres ont connu une véritable lutte armée contre le pouvoir colonial en place. Contrairement à ce qui se passe, à ce que l'on pense, les femmes ont joué un rôle important dans le processus de libération des peuples africains. Mais on se pose toujours la question, quelle place les femmes ont-elles occupée dans les combats de la décolonisation? Les archives coloniales sont le plus souvent miettes sur la contribution des femmes aux luttes d'indépendance dans certains pays, comme Bintou Founé l'a dit, ce qui prouve que le colonisateur a très certainement méconnu leur rôle, y compris dans les activités économiques, alors qu'elles constituent depuis cette époque le socle de la production. Plusieurs écrits ont été faits durant l'ère post-coloniale par les intellectuels africains, retraçant ainsi les rôles joués par les femmes dans les luttes d'indépendance. À cet égard, l'ouvrage intitulé « Dictionnaire des femmes célèbres du Mali », publié par l'historienne malienne Adamba Konari, est à saluer. Donc, le deuxième point de l'exposé est sur le rôle des femmes dans les luttes d'indépendance en Afrique, le cas de l'Algérie. Selon Natalia Vince, en Algérie, la participation des femmes à la guerre de libération n'est pas une histoire oubliée, mais la mémoire est sélective. Durant les guerres de libération, les femmes rurales ont contribué énormément aux tâches civiles, telles que l'hébergement, le ravitaillement des combattants, les soins d'urgence, etc. En zone rurale, il y avait des femmes qui jouaient des rôles dans les réseaux militaires, tels que les rôles d'infirmières dans les maquis et les rôles de poseuses de bombes.
Ces femmes sont immortalisées à travers les manuels scolaires, les monuments aux morts, les musées nationaux et les rues à Alger ainsi que dans les lycées et collèges. Le rôle de certaines anciennes poseuses de bombes, comme Jamila Bouherid, a été reconnu de la famille de 84 qui enferme la femme algérienne dans le statut de mineur à vie. Selon l'historienne Rim Sefer Djeli, la participation des femmes à la guerre a marqué une rupture violente entre les normes traditionnelles de la femme et la famille musulmane. En zone rurale, les femmes jouaient souvent pour la première fois un rôle dans la sphère publique et rentraient en contact avec des hommes qui n'appartenaient pas au cercle familial. Les rôles se sont vus attribués. Les femmes se sont vues attribuer de nouveaux rôles au moment des guerres d'indépendance, c'est-à-dire des rôles pour cacher certains combattants, nourrir, soigner les soldats, devenir chef de foyer pendant l'absence du père ou du mari. Ces nouveaux rôles attribués aux femmes ne semblent pas avoir été considérés comme de nouvelles libertés. Au contraire, il s'agissait de responsabilités supplémentaires dans une période où la survie était souvent difficile. Donc, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, l'une des luttes remarquables des femmes dans le processus de libération en Côte d'Ivoire est la marche des femmes sur Grand Bassam. La marche des femmes sur Grand Bassam est un mouvement de contestation initié par les femmes en Côte d'Ivoire du 22 au 24 décembre 1949 pour demander la libération des responsables politiques emprisonnés par les autorités coloniales françaises en février 1949 à la prison de Grand Bassam. Les militantes du parti PDCI entreprirent plusieurs actions pour leur libération en vain. Diverses lettres au procureur, pression économique par le boycott des produits importés, etc. Plusieurs manifestations se sont succédées, dont la plus ardue a été celle du 24 décembre 1949, où les femmes décidèrent de se rendre directement à la prison pour faire entendre leur voix. Qu'elles ont pu, en affrontant à main nue les autorités militaires armées, s'est inscrit dans l'historique national et symbolise désormais les capacités de résistance des femmes du pays. En mémoire de cet événement tragique, le pont de la victoire a été construit pour saluer leur soulèvement. La place de la femme de la paix a été baptisée. Un monument est dédié à cette marche historique. Une statue représentant 3 femmes manifestant a été érigée en leur honneur. Un timbre a été édité à l'effigie de Marie Kouré, l'une des dirigeantes du mouvement frappée à plusieurs reprises, blessée et condamnée à 2 mois de prison. Quant à Marie Ragui, elle fut membre du Conseil économique et social de 1976 à 2000 et a assuré les fonctions d'adjoint au maire de 80 à 85. Donc voilà en image les différents espaces, les différents symboles qui marquent la bravoure de ces femmes en Côte d'Ivoire. Donc parlant du cas du Mali, je dirais qu'il est pratiquement impossible de parler de la lutte de la femme pour l'émancipation et la décolonisation sans parler de Awa Keïta, première femme députée de l'Afrique occidentale française et figure historique de l'indépendance du Mali. Sage-femme et syndicaliste, membre de l'IS-RDA dès sa création en 1946, Awa Keïta incarne le mouvement anticolonial et panafricain de l'émancipation des femmes. Je ne vais pas répéter tout ce que Bintou Founé a dit. Et j'adhère parce que j'ai l'impression qu'on a utilisé les mêmes documents. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais elle s'est quand même battue pour fonder un syndicat des femmes travailleuses et qui a débouché sur la création de l'Union, la mise en place de l'Union des femmes de l'Afrique.
de l'Ouest africain. Et en 1960, l'Union des femmes de l'Ouest africain disparaît. Mais les réseaux que Hawa Keïta a tissés ont servi de base à une structure continentale quelques années plus tard, c'est-à-dire la conférence des femmes africaines qui a été créée en 1962 en Tanzanie et qui est devenue par la suite Organisation panafricaine des femmes en 1974 au congrès de Dakar. Donc, Hawa Keïta, c'est une ardente combattante pour la cause anticoloniale de l'unité et des droits des femmes. Elle a contribué au renforcement de l'unité, des liens entre les militantes africaines et les organisations internationales. À ce titre, elle parcourt le monde et articule les luttes menées localement sur le continent aux combats internationaux anticoloniaux. Donc, elle a réussi à créer une dynamique internationale. Au lendemain de l'accession du Mali à l'indépendance le 22 septembre 1960, elle se rapproche des pays socialistes, voyage en Union soviétique et en Asie, et noue avec les organisations féminines de ces pays des liens de coopération tournés vers l'éducation des filles, la santé des mères et des enfants, et tisse ainsi une forte solidarité avec les femmes du monde entier. Suite à ça, les femmes africaines n'ont pas baissé les bras face à leurs droits et au développement de l'Afrique. Si les États ont acquis l'indépendance politique, l'indépendance économique reste des enjeux importants de développement. L'OPF, première et unique organisation féminine continentale à travers laquelle Hawa Keïta et d'autres femmes du Mali, telles que Bassata Djilé, Jeannette Atayer Maïga, So Aïssata Koulibaly Traoré Aïssata Berté, Sissoko Sira Diop, Keïta Awa Tirou ont mobilisé des femmes autour des luttes anticoloniales. L'OPF continue le plaidoyer, l'information, la sensibilisation et le renforcement des capacités. Créée une année avant l'OUIA, l'OPF est la seule organisation qui prenait la parole au nom des femmes d'Afrique dans les grandes rencontres et sommets de l'OUIA. Et en 2017, ces efforts ont été reconnus par l'OUIA et s'est vu octroyer le statut d'institution spécialisée. Et à ce titre, l'OPF continue à défendre les droits des femmes dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des ODD. La carrière politique de Hawa Keïta s'arrête brutalement en 1967, alors que le pays est traversé par une révolution culturelle. Elle est écartée du pouvoir, de même que les autres rares femmes à avoir obtenu des responsabilités politiques. Le coup d'État militaire qui renverse la première république de Modibo Keïta l'année suivante la pousse vers la route de l'exil. Vivant entre le Congo-Brazzaville et la France, elle se consacre à l'écriture de ses mémoires. Maintenant, Madame je voudrais parler un peu du cas de l'Afrique du Sud, qui est un cas particulier aussi. Peut-être et puis une conclusion, si vous le permettez, avec 4 minutes. Le cas de l'Afrique du Sud. Donc, en Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, introduit en 1948, les femmes subissaient une triple oppression, en tant que noires, femmes et travailleuses. Pas étonnant dès lors que le nombre d'entre elles se soit engagé avec courage et détermination, parfois au prix de leur vie, contre les discriminations raciales, les inégalités sexuelles et les injustices sociales, brisant ainsi l'apartheid en 1994. Mais le chemin fut long, car c'est en 1918 que l'enseignante et missionnaire méthodiste, première femme d'Afrique à avoir obtenu un diplôme d'études supérieures, seule femme à avoir participé en 1912 à la fondation de l'ANC, lance en 1918 la Ligue des femmes Bantou, dans le but de défendre les droits des femmes noires. La première manifestation multiraciale organisée par la Fédération des femmes d'Afrique du Sud a lieu le 27 octobre 1955, avec 2000 femmes devant le siège du gouvernement à Pretoria. Parmi elles, l'enseignante et travailleuse sociale blanche Hélène Joseph,
qui fera l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Et Liliane Ngovi, la présidente noire de la Ligue des femmes de l'ANC, toutes deux seront ensuite interpellées pour haute trahison. Ok. Donc, ces activistes sont le plus souvent restés dans l'ombre, à la différence de feu Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, qui a connu la gloire comme militante. Qualifiée tour à tour de madone, de pauvre, de reine de Soweto, d'héroïne de lutte apartheid, d'icône de la cause des femmes noires ou de mère de la nation, la militante sud-africaine Winnie Mandela a fait partie de ces femmes courageuses qui ont joué un rôle primordial dans le combat contre le régime ségrégationniste de Pretoria. Donc, je vais conclure en disant qu'à l'époque, les femmes ont pleinement, dignement joué leur rôle dans les luttes d'émancipation et de libération dans un esprit de solidarité, d'amour, de fraternité et de confiance. Pendant les luttes d'indépendance de façon générale, les femmes ont été des gardiennes des maisons. Ce sont elles qui entretenaient les familles, les enfants, les vieilles personnes, etc. Donc ces valeurs ont été portées par des organisations telles que l'Organisation panafricaine des femmes depuis 70 qui est plus ancienne que l'UE. Sur la base de ces valeurs et normes sociales, les militants de l'OPF ont pu bâtir cette organisation qui est aujourd'hui une institution spécialisée de l'UE à travers les femmes. À travers l'OPF, les femmes se sont vite rendues compte que l'union fait la force. Alors, pour participer de manière efficiente et efficace à l'évolution des sociétés africaines actuelles, les femmes doivent s'inspirer de ces modèles. Je vous remercie, madame. Merci. C'est long à dire, voilà, c'est long à dire. Donc, c'est plus de 100 ans de lutte. Merci beaucoup. C'est vrai que le temps est vraiment trop court pour pouvoir aborder ces questions-là, entrer en profondeur. Je vois même que les visages sont fatigués. Est-ce qu'on sert quelque chose? Oui. Bon, il faut servir. Maintenant qu'on rentre dans les questions, il faut servir. On peut servir maintenant. Diabète, donc il faut que